Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était prévue depuis longtemps, qui arrive sûrement très tard mais pas trop selon moi au vu du début de saison de l'équipe. Alors bienvenue dans le 11 idéal pour le PSG en 2020-2021. En effet, vous savez tous que nous sommes dans une situation assez délicate, au-delà de la guerre Leonardo Tourelle, les blessures, les cartons rouges, les défaites et les méformes de certains joueurs, le PSG est une équipe qui n'a pas trouvé son identité de jeu, qui n'a pas vraiment de plan de jeu et encore moins d'équipe type. Alors je me permets de sortir une vidéo qu'on sort logiquement en tout début de saison, juste après le mercato. Allez, on commence avec le dispositif. Il est scientifiquement prouvé qu'avec Tourelle sur ton banc et Di Maria, Neymar, Mbappé plus un 9 devant, avec des mecs comme Verratti ou Bernat pour couvrir, le 4-4-2 au plus haut niveau et sur la durée c'est du suicide. En revanche, avec Tourelle sur ton banc, un système à 3 défenseurs, c'est ce qu'on attendait de lui à son arrivée. Au final, c'est comme le 4-2-3-1 d'Emery, il l'a vite rangé et même discrédité en le ressortant n'importe comment. Vous m'avez compris, je ressors un classique du PSG QSI, mais on va l'adapter, le 4-3-3. Allez, on démarre avec Keylor Navas qui fait partie des 3 joueurs les plus importants de notre effectif actuellement. C'est toujours la même chose mais on le répète encore, il est programmé pour ne jamais décevoir. Son expérience, ses réflexes et le fait qu'il se sublime dans les grands matchs font de lui un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Tant mieux, il est au PSG. Rien à redire à part sur son jeu au pied. On enchaîne à gauche de notre défense à 4 avec 4 joueurs candidats, Bernat, Kurzawa, Bakker et je rajoute Diallo. Bon, Bernat on l'enlève de suite, on n'est même pas sûr de l'avoir en cas de qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. J'ai mis Abdou Diallo parce que pour lui et pour l'équipe je pense que c'est une très bonne solution, mais pas pour Tourelle visiblement. Alors pour être objectif je l'élimine aussi, c'est dommage mais c'est comme ça, on a un ahuri borné sur le banc. Reste Kurzawa et Bakker, ça fait pas vraiment rêver de Ligue des Champions, mais c'est notre réalité. D'un côté nous avons un jeune joueur qui est arrivé presque dans l'anonymat, qui a attendu 1 an avant d'avoir une chance avec les pros, qui a vraiment peiné au début mais il a bien travaillé et réussi à progresser. Aujourd'hui Bakker a pris en confiance, en assurance et a très bien évolué techniquement. Sa progression est une réalité. En revanche il y en a une autre selon moi, il n'aura jamais le niveau pour le PSG. De l'autre côté on a un joueur différent, plus vieux donc avec plus d'expérience et de référence forcément, mais qui n'a jamais vraiment fait l'unanimité sur la durée. Kurzawa a été prolongé pour 4 ans en juin dernier. Oui on s'est évité un recrutement en plus mais c'est aussi une très grande marque de confiance accordée à Kurzawa qui peut se projeter avec le club. Bon, c'est vrai qu'il a cette image du joueur bon quand l'équipe est mauvaise, il l'a encore démontré cette saison mais il revient bien. Sa longue suspension l'a freiné mais il continue de satisfaire. On sait qu'il a changé pas mal de choses dans sa vie personnelle et son hygiène de vie notamment. Tant mieux s'il y a plus de maturité. Sur le terrain, c'est un joueur très sérieux qui travaille très bien pour répondre présent défensivement et offensivement. Ici, j'insisterai sur sa concentration. On sent qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc aujourd'hui, Kurzawa titulaire me semble être logique, en espérant une forme de continuité dans ses performances et pas de blessure évidemment. En charnière centrale, Kimpembe fait l'unanimité. Il a passé un cap pendant le Final 8 cet été et a confirmé son nouveau statut et ses performances en début de saison. Même si oui, il y a une petite parenthèse à tout ça sur le match à Leipzig. Pour éviter de me répéter avec d'autres mots, je vous mets l'extrait d'une vidéo que j'ai sortie juste avant le match contre United. En effet, depuis le Final 8, et je dirais même depuis le match retour contre Dortmund, ce n'est plus le même défenseur. On le savait tous, jusque-là, ses qualités pouvaient se transformer en défaut. En effet, être agressif, défendre en avançant et prendre des risques à la relance, ça peut se retourner contre toi, surtout quand tu as des soucis de concentration comme Kimpembe par moment. Toutes ces qualités se sont sublimées, désormais il est régulier et n'a pas de soucis de concentration. Si je devais m'arrêter 2 secondes sur son cas, je dirais que les départs sans recrutement à ce poste l'aideront pendant cette saison qui le responsabilise et qui devrait, selon moi, être la saison tournante de sa carrière. À ses côtés, la question ne se posait pas il y a 2 mois, même Tourelle l'affirmait mais il a préféré remettre le débat sur le devant de la scène. En effet, t'es dans la cave du stratège si t'as loupé ça, mais Tourelle a décidé de faire jouer Marquinhos au milieu et Danilo en défense. Promis, je ne tomberai pas sur Tourelle, mais Danilo en défense centrale, on oublie. Au-delà du fait qu'il ait 29 ans, qu'il est milieu de métier, qui a déjà dépanné en défense mais jamais vraiment joué à ce poste, c'est un joueur trop lent pour assurer la couverture et les 1 contre 1 en défense. C'est une évidence, alors pour éviter le flop, on le remet vite à son poste de sentinelle et on arrête de se chercher une singularité dans ses choix. Tourelle, t'es visé. Concernant Marquinhos, oui au milieu c'est intéressant, oui il a des références à ce poste, mais aujourd'hui nous sommes tranquilles numériquement à ce poste et même s'il est bon au milieu, Marquinhos reste meilleur en défense. Donc en défense centrale, il reste Kehrer qui est droitier, mais il s'est encore blessé pour plusieurs mois. C'est un vrai problème, un départ pourrait être une solution. Et puis, bien évidemment, mention spéciale à Tanguy Kouassi qui, on le rappelle, est vraiment idiot. Bon, on revient à Marquinhos qui est donc aligné aux côtés de Kimpembe.
À droite de la défense, pas trop de choix. On peut encore rappeler que Kehrer meurt s'il loupe pas 4 mois dans une saison. Bondagba, j'en parle jamais mais c'est très simple, il ne progresse plus. Ça devient problématique mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Dans tous les cas, faire de lui un titulaire, ce serait culotté. Florenzi est arrivé, c'est un bon coup, attention à ne pas le surcoter, mais il a des qualités évidentes qui apportent beaucoup à l'équipe, en plus de son bagage technique qui facilite son intégration. Il sait centrer et apporte pas mal de choses offensivement, de la largeur notamment. Mais défensivement, on peut se poser quelques questions, notamment sur le sens du placement et dans la couverture. Ici, on peut éventuellement avoir des doutes sur sa capacité à se mettre au niveau en Ligue des Champions, à installer une forme de continuité avec ses performances en Ligue 1. Au milieu, on a donc 3 places, une qui est réservée à un Verratti en forme et 2 autres. Bon, évidemment, dans la structure, ça ne bouge pas, 4-3-3 point de basse, avec 2 relayeurs soutenus par une sentinelle. Justement, le mercato nous a permis de renforcer ce poste, pas selon Tourelle qui pense plus à la défense centrale, mais la réalité c'est que pour la première fois depuis le départ de Mota, on a recruté un profil qui colle avec ce poste. Attention, je ne dis pas qu'on a recruté le profil qui se rapproche le plus de Thiago Motta. Non, je parle d'un joueur qui a des qualités, pas les mêmes que Mota, mais celles qu'il faut pour réussir à ce poste. En l'occurrence, chez Danilo Pereira, on peut s'arrêter sur son apport au duel, grâce à son physique et sa grande taille qui font de lui un joueur athlétique. Mais le résumé à sa taille et sa force au duel, ce serait se limiter dans l'analyse. En effet, il occupe bien l'espace et est capable de relancer proprement, même si ici on peut se demander s'il n'a pas un petit déficit technique, surtout dans cette équipe. Mais au-delà du possible déficit technique, il y a une certitude. Danilo n'est pas un joueur rapide, mais aussi et surtout réactif. Il est vite dépassé. Il a des qualités. Le coup est bon, il a joué depuis son arrivée, mais sur la saison dans sa globalité, je vois plus Paredes s'imposer et se montrer utile à ce poste. En effet, après 6 mois plus que difficiles, le milieu argentin a inversé la tendance et sort d'une saison aboutie, avec quelques références comme le match retour contre Dortmund ou la demi-finale contre Leipzig cet été. Dans ce groupe, dans cette équipe et dans cette structure, je peine à l'imaginer autre part qu'en numéro 6. Il n'a pas le volume de jeu et de course nécessaire pour jouer 8 voire 10 comme à ses débuts. Tourelle pourrait le faire jouer latéral droit, vous le savez tous, mais perso c'est pas mon délire. D'ailleurs, si en Italie on l'a replacé un cran en dessous au milieu, ce n'est pas pour rien. Personnellement, je crois en lui à ce poste. Pour lui et pour l'équipe, c'est son poste préférentiel. Son profil est assez singulier, à l'instar d'Icardi par exemple, c'est compliqué de le cerner et de l'utiliser à bon escient. Mais il reste un bon joueur de foot qu'il ne faut pas résumer à son côté bagarreur. Oui, c'est le garde du corps de Neymar, oui, il a le sang chaud, mais ça j'ai envie de dire que c'est presque anecdotique. Au-delà de ça, c'est un joueur statique mais efficient dans son placement et efficace dans ses interventions. Sans oublier ses qualités techniques qui, à la différence de Danilo Pereira, ont déjà fait leur preuve dans cette équipe et lui apportent beaucoup. Son jeu long, ses capacités pour orienter le jeu, perforer le bloc adverse, temporiser, donner de la profondeur ou étirer, bref, en termes de passes, Paredes est vraiment au-dessus de la moyenne et en rampe de lancement ça me paraît ambitieux, crédible, logique et bénéfique pour tout le monde. Sans oublier le fait qu'il soit bien intégré au sein du groupe, et ça pour moi c'est bien plus important que son côté bagarreur par exemple. Donc en sentinelle, Paredes numéro 1 avec Danilo Pereira derrière lui. On peut parler de concurrence puisque les deux joueurs sont capables de s'imposer, mais je fais partir Paredes avec une longueur d'avance. Et puis, rappelons que c'est presque 50 millions d'euros d'investissement. Devant lui, évidemment Verratti est indiscutable, mais quand il est disponible. Je ne m'arrêterai pas longtemps sur son cas, vous connaissez tous ses nombreuses qualités, vous savez que c'est notre meilleur milieu, mais il est irrégulier et presque jamais là dans les grandes échéances. Pour vous donner mon avis personnel, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Sans remettre en cause son statut et son immense talent, je trouve qu'à 28 ans, louper tout ce qu'il loupe, c'est assez inquiétant et se poser des questions pourrait être une solution. Dans tous les cas, cette saison, il est là. Quand c'est sur le terrain qu'il est présent, son statut reste indiscutable puisqu'en revanche, quand il joue, il déçoit presque jamais. À ses côtés, je fais un choix très fort qui va donner à la vidéo toute sa singularité. En effet, dans le 4-4-2, on a 4 joueurs offensifs, Neymar et Mbappé qui sont évidemment intouchables, et Di Maria qui est devenu un joueur très important pour l'équipe. Mais il y a un petit souci dans le 4-3-3. Neymar et Di Maria sur les ailes, pour moi aujourd'hui, c'est un problème dans le sens où les deux cherchent à repiquer dans l'axe. Ton bloc perd toute sa largeur, et on se retrouve dans des situations délicates où les deux se marchent dessus. On pourrait éventuellement demander à un des deux de coller la ligne et jouer dans le couloir, mais que ce soit pour Neymar ou Di Maria, ça nuirait à leur performance. De son côté, Mbappé ne peut pas et ne doit absolument pas jouer en pointe de l'attaque. Il lui faut une aile, tout comme Neymar en faux neuf n'est pas une solution fiable sur la durée. Donc premier choix fort, les couloirs de l'attaque sont réservés à Neymar et Mbappé. Maintenant, que faire de Di Maria? Eh bien ici, quand je vois que Gay et Herrera, par exemple, n'ont tout simplement pas le niveau pour prétendre à une place d'indiscutable, je me dis que Di Maria en relayeur, ça peut se tenter. Il a fait des choses extraordinaires
extraordinaire à ce poste au Real. Le seul facteur qui pourrait nous faire douter serait le fait que c'était il y a 7 ans. A-t-il encore le coffre aujourd'hui? C'est la grande inconnue de ce choix. Mais dans tous les cas, le souci de créativité qui nous fait défaut depuis le début de la saison est corrigé. Et depuis la saison dernière, je trouve que Di Maria s'investit beaucoup plus dans les replis défensifs. On l'a souvent vu sur la même ligne que le double pivot dans le 4-4-2, pourquoi ne pas le retrouver aux côtés de Verratti? Tactiquement, la difficulté serait de ne pas trop se livrer et bien défendre parce qu'on sait tous que Di Maria peut faire des efforts, mais défend un peu n'importe comment. C'est un choix fort, je le conçois, mais avec un tel groupe, il faut faire des choix et privilégier la cohérence tactique à la somme d'individualité. Évidemment, ici je parle dans le cas où Mbappé, Neymar et Di Maria sont tous les trois disponibles. Sans être négatif, vous savez tous que c'est assez rare. Et puis, si ce choix ne fonctionne pas, tant pis, on repart sur Gay ou Herrera. Mais pour moi, ça vaut le coup de le tenter. Et enfin, en attaque, vous l'avez compris, Neymar et Mbappé sur les côtés, ça bouge pas, c'est toujours la même chose, deux cracks, mais le défi pour eux, ce n'est pas de faire parler leur talent, mais le mettre au service du collectif. Maintenant, qui de Keane ou Icardi pour les accompagner? Eh bien ici, j'ai envie d'être objectif. Je crois fort en Icardi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit capable de revenir et mettre tout le monde d'accord dans un futur proche, mais il y a plusieurs réalités à accepter. Il y a un manque de détermination qui est criant, que ce soit dans ses courses, ses actions ou ses gestes, mais aussi la prise de poids qui révèle forcément un manque de sérieux, même si c'est rattrapable évidemment. En plus de cela, il s'est blessé pendant un petit bout de temps tout de même, et puis bien sûr, Keane a réussi ses débuts. Et aujourd'hui, il faut admettre le fait que Keane soit au-dessus d'Icardi dans la hiérarchie. Il est décisif, en plus d'être utile par ses déplacements toujours intelligents et altruistes, qui offrent des espaces à ses partenaires, en plus des connexions techniques qu'il crée avec eux. Bien évidemment, si Icardi se montre à son avantage quand il aura l'occasion de le faire, il retrouve sa place. Mais aujourd'hui, Keane est au-dessus de lui, et c'est un fait, aucune subjectivité ici. Donc pour résumer, l'équipe type du PSG, qui je le rappelle apparaît plus rarement que PFUT sur YouTube, en 4-3-3 avec Navas dans les cages, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa en défense, Paredes, Verratti et le choix fort Di Maria au milieu, et enfin une attaque Neymar, Keane, Mbappé. L'espace commentaire est ouvert à tous les débats, et évidemment n'hésitez pas à donner vos 11 à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.